Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La cellule Balai Citoyen sur le front de la lutte contre les propos ethniques. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, elle est revenue sur le cas Ousmane Kaba et les procédures à suivre pour traduire le président du PADES à la justice. Un jeune homme meurt par noyade sur la corniche de Matoto et selon des témoins, le drame est survenu lors d'une descente de la police pour arrêter des jeunes qui fument de la drogue. Les autorités du quartier pointent du doigt les policiers sur les lieux pour non-assistance à personnes en danger. Et puis le ministre de l'Intérieur réagit à l'attaque au couteau qui a fait 2 morts et un blessé grave près de Paris. Un homme a tué sa femme et sa sœur avant d'être abattu par la police. Encore une fois, bonsoir. La cellule Balai Citoyen revient à la charge au cas Ousmane Kaba, président du PADES. Elle n'attend qu'une levée de l'immunité parlementaire pour traduire le politicien à la justice. Et puis le Balai Citoyen a condamné les propos de l'imam de Kindia, des propos considérés ethniques selon le conférencier Gibril Ba et Aboubakar Din Kamara nous signent ce reportage. Le Balai Citoyen a tenu d'abord à élucider le travail exercé au sein de la structure pour amener Ousmane Kaba, le leader du PADES, à répondre devant la justice. Des supports contenant des éléments sonores exhibés devant la presse comme preuve pour Koundouno, mais il faudra attendre la levée de l'immunité parlementaire de l'accusé et la fin de la vacance judiciaire. Il a aussitôt pris le soin d'adresser à l'institution de droit pour lever ce menton qui, dans la définition de la charte des droits humains, met au même niveau ce monsieur, moi et les autres. Quand nous voulons en Guinée qu'il y ait une catégorie d'individus qui puissent outrepasser les règles, les vertus, les traités et conventions qui gouvernent ce pays, moi je tombe de nu. Ousmane Kaba est accusé d'avoir tenu des propos ethniques dans une radio locale à Cancan. Pour la cellule Balai Citoyen, pas question d'abandonner sa lutte. Le conférencier tient à aller jusqu'au bout. Je vous le dis, les religieux, les hommes politiques, les citoyens, les communicants, personne ne sera épargné. Personne, tant que le Balai va exister sur le territoire guinéen. La paix et la quiétude n'ont pas de prix. Également, les propos de l'imam de Kindia ont été condamnés par le conférencier. Le religieux, pour rappel, avait dit pour être maire à Kindia, il faut être un originaire de la localité. Quand quelqu'un dit que d'autres sont plus dignes, plus que d'autres, dans une région, dans une préfecture, même s'il est le grand imam de la mosquée de Djeddah, il doit payer les frais. Koundouno a réitéré son engagement, son devoir qui, selon lui, rime avec les textes définis par sa structure qu'est le Balai Citoyen. Les travailleurs du port autonome de Conakry se sont retrouvés ce jeudi pour annoncer une nouvelle manifestation le lundi prochain en guise de protestation contre la concession d'une partie du port à la société turque Al Bayrak par le gouvernement guinéen. Une marche qu'ils ont appelée de la colère était prévue ce jeudi et les raisons du report sont expliquées par le secrétaire général adjoint de la CNTG, la centrale à laquelle les travailleurs du port sont affiliés, et ces propos sont recueillis par Makiso et Ibrahima Sori Sengsouma. Donc c'est cette deuxième marche de la colère qui devrait avoir lieu aujourd'hui, qu'on a transformé en meeting, en réunion. Parce que tout simplement, vous savez, nous sommes des religieux. Et dans la religion, on a dit après la fête, il y a 2 jours qui s'ajoutent, ça fait 3, que la fête doit continuer. Les femmes nous ont demandé de respecter cela, aussi afin de leur permettre aussi de faire attache avec les autres couches féminines qui travaillent au port, à savoir les marieuses,
les autres femmes revendeuses de poissons, rentrer dans les marchés, et aussi les différentes femmes des quartiers, pour lui dire que si tu es en Tankaloum, c'est le port. C'est là-bas où tout le monde fait du gabé-gabé. Le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, Mohamed Diané, a inauguré ce jeudi au secteur Tolagui, quartier Korira, dans la préfecture de Boké, une usine de fabrication des produits explosifs à usage civil. C'est une initiative de la société Oxin Guinée Mining Service, une entreprise chinoise, et cette unité va considérablement accompagner le secteur minier guinéen en réduisant les importations. Abdoulaye Keta et Salifo Lifosissé nous signent ce reportage. Ce partenariat entre la Guinée et la Chine va réduire considérablement les importations. L'unité industrielle, bâtie sur plus de 40 hectares, va produire chaque année 6 000 tonnes d'émissions explosives, 10 000 tonnes d'infos, 3 millions de pièces de détonateurs avec une chaîne qui produira plus de 200 emplois directs. La société Oxin salue ce projet unique dans la sous-région. Ce parc industriel d'explosifs à usage civil constitue le seul projet intégré de la fabrication et la commercialisation des explosifs civils et les services de dynamitage dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Après la mise en production de l'usine, elle sera capable de produire annuellement 6 000 tonnes d'explosifs en émulsion, 10 000 tonnes d'infos et 10 millions de pièces de détonateurs à tube de choc. Bénéficiaire direct de ce partenariat, le ministère des Mines et de la Géologie lance un appel aux sociétés minières à l'utilisation de cette production nationale. La politique d'industrialisation du pays est une priorité pour Monsieur le chef de l'État. Donc c'est dans ce cadre que cette usine s'inscrit et nous allons inviter toutes les sociétés minières, dans le cadre du contenu local, d'utiliser ces explosifs qui seront produits par cette usine. Une réponse à la compétitivité, le développement local des infrastructures, tel est le contenu du message de l'émissaire du chef de l'État. Construction de l'usine d'explosifs à usage civil que nous inaugurons aujourd'hui répond donc à cet impératif de développement du secteur minier, faisant de notre pays un des géants de l'exploitation bauxitique dans le monde. D'autre part, elle permettra aux pays limitrophes de bénéficier d'une offre compétitive en profitant de la présence de cette usine en Guinée. A rappelé que plusieurs sociétés minières pourraient ainsi bénéficier de cette usine placée au cœur du développement minier dans la région de Boké. Et politique, dans ce journal, rien ne semble aller entre les militants du RPG Arc-en-Ciel de Dubreka depuis quelques jours, et le choix porté sur Almami Séni-Bangoura pour briguer la mairie ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Malik Siangana Kamara, Gibril Kaba Kamara ont rencontré les deux camps pour leur version et reportage. Selon l'accord politique trouvé entre l'opposition et la mouvance pour l'installation des élus locaux, la commune de Dubreka est revenue au RPG Arc-en-Ciel. Au sein de ces partis, un problème se pose. Qui à la tête de la mairie? Les voix s'élèvent et des blocs se forment. Les pros Yamoussa Pario Bangoura et ceux de Almami Séni Bangoura. Il y a eu 8 candidats pour être maire à Dubreka. Il fallait que je passe à l'élection. Donc c'est ce qui fut fait. Et même si on recommençait 1000 fois l'élection, même si c'est le professeur qui a appelé aujourd'hui pour l'élection, le candidat Almami Séni Bangoura va passer. Le coordinateur nous a toujours dit qu'il n'a pas de candidat, mais on a vu le coordinateur avant-hier sillonner les cafés, les kiosques avec de l'argent en train de discréditer le candidat Yamoussa Pario Bangoura. Pour les pro-Pario, le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel a imposé son choix au parti pour devenir le futur maire de Dubreka, alors que la tête de liste était Pario. La réponse de l'accusé ne se fera pas attendre. J'ai posé la question aux conseillers que vous voyez, qui sont devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les 19 conseillers, 17 ont dit de passer par le vote.
ce qui a été fait au siège du parti ici. Dès qu'il a déclaré le nom de M. Alma Messier Souma, les enfants ont bondi sur la ville. Ils sont allés l'offenser pour dire qu'ils ne sont pas d'accord celui qu'il a montré. Le lendemain, les gens sont partis fermer la commune. Le coordinateur du parti présidentiel à Dibreka indexe du doigt les autorités de la localité d'être derrière ces différends entre militants. Par ailleurs, les pro-Pario réclament le départ de Julien à la tête du parti pour sa mauvaise gestion. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, un jeune homme a perdu la vie hier soir par suite de noyade à la corniche de Matoto. Ce fait survient suite à une descente de la police dans le cadre de disperser certains jeunes qui viennent souvent au bord de la mer pour se droguer. Et pour les autorités du quartier ainsi que les amis de la victime, cet acte est un non-assistance à personne en danger. Il pointe du doigt les policiers qui étaient sur les lieux. Reportage Fatou Kébé et Yacouba Traoré. C'est aux environs de 16 heures que la police a fait une descente au bord de la mer, sur la corniche de Matoto, où se trouvaient plusieurs jeunes du quartier. Ousmane Souma est l'un d'entre eux. Âgé de 21 ans, lui n'a pas supporté la frayeur face aux policiers et s'est jeté à la mer où il a trouvé la mort par suite de noyade. Si la police était là pour mettre main sur les drogués, eux, ils étaient là dans le cadre de renforcer leur talent artistique, selon les amis de la victime, qui accusent les policiers de non-assistance à personne en danger. Ousmane, il a l'habitude de nous fréquenter. Nous sommes des artistes. Quand il est descendu dans l'eau, bon maintenant, les jeunes ont dit qu'on va sauver ce jeune-là, le jeune qui se noie dans l'eau comme ça. Bon, les militaires ont commencé de dire que quiconque le sauve, on va tirer sur lui. La famille est pleurée, difficile à calmer, ne sait pas encore quelle décision prendre face à cette situation. Ousmane Souma est le seul garçon que ses parents ont eu parmi 3 filles et son tuteur dit être choqué de la mort de son filleul. Il dit ne pas disposer de moyens pour faire justice. Nous n'avons pas de moyens. Ces personnes sont au service de l'État. Donc, je ne peux rien faire. Une colère s'est emparée des jeunes du quartier ce matin. Pour éviter le pire, les responsables du quartier jouent déjà à la médiation, le temps de comprendre le fond de l'histoire avant toute décision. On va se mettre dans notre rôle de sensibiliser et leur faire comprendre que ce n'est pas la violence qui va régler. Aujourd'hui, on comprend leur colère, mais on va se battre pour que ce soit le droit qui prime sur le reste. Rencontré sur place, un proche de la victime annonce une poursuite judiciaire contre les agents de la police si toutefois l'affaire n'est pas vite réglée. En attendant toute suite à cette histoire, la victime sera inhumée cet après-midi. Et situé au quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto, le lycée Léopold Sédar Senghor se trouve dans un état piteux et l'établissement n'a connu aucune réhabilitation depuis sa construction dans les années 90 et le proviseur du lycée, impuissant face à cette situation, invite les autorités de l'éducation à initier des projets de réhabilitation du dit établissement. Nos reporters Justin Leno et Ibrahima Souma se sont rendus dans ce lycée et suivez. Les fenêtres fissurées, le mur couvert de moisissures, les portes quasiment enlevées, c'est l'état dans lequel se trouve le lycée Léopold Sédar Senghor. Situé à Yimbaya dans la commune de Matoto, cette école n'a jamais été rénovée depuis sa construction dans les années 90. Les responsables du système éducatif guinéen sont bien au courant de cette réalité. Il y a un an environ, lorsque M. Konaté était au ministère, il a envoyé 3 équipes ici qui sont venues faire des expertises. Ils ont fait toutes les levées topographiques. Ils ont dit qu'effectivement, avant même les vacances de 2017, qu'on allait recevoir justement une équipe pour venir faire la réhabilitation. Ça fait maintenant 1 an. Et ces équipes ont été même suivies d'un autre cadre, un autre technicien qui est venu avec des drones pour filmer tout ce qui est là. Donc ce que vous venez de voir maintenant n'est pas caché. Par ailleurs,
Le proviseur du lycée Bala Diawara révèle que les recettes de l'association des parents d'élèves et amis de l'école ne permettent pas de satisfaire les besoins de cet établissement. Pourtant, les cotisations sont payées chaque année par des élèves. L'APAE ne peut pas rénover une école entière parce que ce que vous voyez là comme travaux à faire, il s'agit de couvrir tous les deux blocs. Le bloc A, le bloc B, il faut faire la couverture par des tôles. Mettre une charpente métallique, mettre des tôles. Et les techniciens peut-être vont faire le devis. L'APAE qui est 5-10 000 francs par élève. Et l'école là, l'année dernière, nous avons évolué avec 1953 élèves. Pour l'instant, aucune mesure n'est envisagée par les responsables pour changer l'état de cette école à quelques semaines de l'ouverture des classes. Insalubrité au centre antituberculeux de la Carrière dans la commune de Matam. L'accès à cet espace de soins est miné par une eau stagnante et de la boue qui arrache soupir à tout visiteur. Les responsables des lieux font de mieux pour assainir surtout l'intérieur du centre avec l'incinération des déchets médicaux. Mais malgré tout, le manque à gagner est encore énorme. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Abdoulaye Kamara. Il faut traverser cette insalubrité pour accéder au centre de traitement de la tuberculose. Depuis plusieurs années, patients et personnels soignants se plaignent de ce mal-vivre, mais une solution fiable n'est jamais trouvée. Les riverains déversent les ordures ménagères dans les caniveaux. Conséquence, au-delà des mauvaises images, l'odeur nauséabonde envahit le centre et ses alentours. Chaque saison hivernale, d'importants moyens sont débloqués par le centre pour curer les caniveaux. Cette boue nous a beaucoup fatigués. À chaque 2 semaines de la saison pluvieuse, nous serons obligés de payer 500 000 francs. Chaque matin, les malades ne peuvent pas venir rentrer dans la cour. C'est sale. Les jeunes du quartier disent faire de leur mieux pour soigner l'image du coin, mais peinent toujours à gagner le pari. Même la campagne d'assainissement, initiée récemment par le gouvernement, ne laisse pas de traces pérennes. Une partie de caniveau est nettoyée. Maintenant, à la rentrée du centre de tuberculose ici, qui est un peu de salubrité, ça me choque. Le responsable, un docteur Barry, il le sait, quand je viens, je dis ça fait honte ici. L'intérieur du centre est plus reluisant. Depuis 6 ans, Kamano Mansaré incinère les déchets toxiques du centre antituberculeux. L'élimination de ces résidus médicaux se fait avec beaucoup de précautions, confie-t-il. Seulement lui, il est exposé à toutes sortes de maladies parce que n'ayant pas suffisamment de protection. Pour l'heure, il explique comment il exécute le boulot. Dès qu'on vide la poubelle, on envoie ici. Dès qu'on envoie, la nuit, à partir de 2 heures, je mets le feu à l'incinérateur pour ne pas gêner le monde. Il y a le vidangeur qui est en bas. Je vide, j'envoie dans le faustique. Le vidangeur vient y tire. En attendant que l'État mette les moyens, le personnel soignant et les patients respirent tous les jours l'air pollué. L'état de la route de la Corniche devient de plus en plus dégradé en cette saison pluvieuse et elle est impraticable à Simbaya 2 dans la commune de Matoto. Les usagers ont du mal à traverser les flaques d'eau, conduisant par ailleurs au blocus de certains véhicules. Notre reporter Mariam Diallo s'est intéressé à la question et suivez. La route de la Corniche de plus en plus dégradée. Des voitures s'enfoncent dans des trous qui accueillent des flaques d'eau. Les usagers ont de sérieux problèmes et cela dure depuis quelques années maintenant. Ils parlent de la négligence des autorités à faire face à leurs problèmes. Depuis 2007, c'est l'année passée et puis l'année là que la route là est devenue impraticable. La saison sèche. Non, on ne peut pas rester ici avec la poussière. Mais vous avez vu aussi avec la saison pluvieuse. Avec la boue là, impossible d'arranger la route là pour nous, jusqu'à présent. C'est vraiment déplorable. Les difficultés sont de divers ordres. Cet autre citoyen parle de quelques-unes. Vraiment, nous demandons à ce qu'ils nous aident. Parce que quand la route de Matoto était en construction, c'est ici que les voitures passent. Si les corniches sont bien faites, les voitures peuvent passer. Mais actuellement, vraiment, ce n'est pas la peine. Désormais, les usagers invitent le gouvernement à intervenir. Le programme national d'entretien routier devrait, à leurs yeux,
prendre compte de la situation de cette voie beaucoup empruntée. Nous appelons le ministre des Travaux, le ministre des TP, Monsieur Moustapha Naïté, à venir nous aider ici. Regardez l'état de notre route. Si rien n'est fait dans quelques jours, cette route ne sera plus praticable et cela pourrait impacter sur les riverains de cette localité. Jeunesse Secours est une ONG qui évolue dans l'alphabétisation dans les préfectures de la Basse-Guinée. Elle vient d'évaluer le niveau des apprenants de Dabouta dans la commune urbaine de Boké et de Fassara dans la sous-préfecture de Kolabouni. Ce processus d'évaluation est financé par la Banque mondiale. Reportage Fode Omar Kamara et Salif Olifosisi. Sayo, Bara, Bazang, Sa. Ils sont 25 900 apprenants à travers les préfectures de la Basse-Guinée à bénéficier de ce projet d'alphabétisation. Cette dame, qui ne savait ni lire ni écrire, se félicite de l'importance de ce projet dans la commune urbaine de Boké. L'arrivée d'alphabet nous a beaucoup aidés parce qu'avant on ne pouvait pas écrire nos noms, donner nos numéros à une personne ou lire. Mais maintenant que nous avons appris, je peux écrire, lire des chiffres et donner mon numéro. Il y a des secrets que nous n'allons pas dévoiler. Avant même quand tu voulais appeler avec ton téléphone, il faut que tu cherches une personne parce qu'il y a des secrets que nous n'allons pas dévoiler. À Tassara, un des districts de Kolaboui, les bénéficiaires déjà alphabétisés se réjouissent de la qualité des cours reçus pendant les 6 premiers mois du projet. Nous avons compris certaines choses qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'on était illettrés. Mais maintenant, nous pouvons lire et écrire nos noms et lire le nom d'autres personnes. On nous a envoyé des langues et nous avons étudié, on a compris. Pour la coordinatrice de l'ONG Jeunesse Secours, cette alphabétisation a une très grande importance sur les communautés. Avant que nous venions dans le cadre de ce projet, beaucoup d'apprenants ne savaient ni lire ni écrire. De nos jours, certains ont avoué devant les autorités qu'ils peuvent écrire leur numéro, ils peuvent écrire leur nom. Et ils peuvent compter juste pour gérer bien leur affaire. Selon les responsables en charge d'alphabétisation à la direction préfectorale de l'éducation de Boké, la venue de ce projet a amélioré le niveau des apprenants dans les villages. Nous avons constaté que nos apprenants, franchement, arrivent non seulement à manipuler le téléphone, et ils peuvent nous lire aujourd'hui, nous faire des lectures sans gêne et sans tâtonnement. Donc nous sommes fiers. Développement communautaire au Mali, comment rendre l'orpaillage plus rentable. Une organisation de la société civile s'engage dans cette dynamique à travers la mise en place des comptoirs dans les sites d'orpaillage. L'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali veut faire participer les communautés dans la gestion des ressources naturelles pour leur développement et l'initiative est appréciée par les villageois. Reportage Brahima Sagoba depuis Bamako. Amdalaï, un village situé à une centaine de kilomètres de la ville de Kenyeba, pour le cercle, un site d'orpaillage. Selon les exploitants d'or, plusieurs kilogrammes de métal jaune sont extraits ici par jour. Cet enjeu économique place le village au centre de toutes les convoitises, d'où la forte concentration de la population. Cependant, ces milliers de personnes qui vivent ici ne bénéficient aucun avantage, même pas de services sociaux de base. On a beaucoup de difficultés ici, quoi. Par exemple, le problème d'eau, manque d'école encore, ainsi de suite, manque d'hôpital encore. Donc, nous voulons que vraiment, quand ce projet démarre, donc, le gouvernement n'a qu'à venir en aide. À ces difficultés s'ajoute la dégradation de l'environnement. Pour faire participer les communautés à leur développement, l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali a décidé de lancer le processus d'installation des comptoirs. Ils permettront de contrôler la qualité d'or
produite. L'objectif des comptoirs, c'est de connaître la quantité d'or qu'on produit sur les sites et ensuite empêcher la sortie illégale de ces quantités d'or qu'on produit sur les sites. Ce projet qui devra contribuer au développement de la localité est bien apprécié. On veut faire briller le métal jaune aux communautés pour que les communautés sachent que les métals qu'on produit, ces œufs, ils ont leur part là-dedans et puis ça leur permet de sauvegarder l'environnement qui se détruit de jour en jour suite aux travaux qu'on effectue sur les sites. C'est un projet qui rentre vraiment dans le développement des citoyens du Mamoudia. Donc, vraiment, nous sommes fiers de vous. En tout cas, si l'initiative s'inscrit dans la durée, le métal jaune pourrait briller pour les communautés bénéficiaires. Sport à présent, le président de la Fédération guinéenne de handball a procédé ce mercredi au nom du département en charge des sports à la remise du drapeau du pays à l'équipe nationale cadette de handball catégorie filles. Et les cadets du handball guinéen s'apprêtent à participer au tournoi de la zone 2 et 3 qui se déroulera du 25 au 30 août prochain à Yamoussoukro en République de la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale cadette de handball série filles se rend à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour participer au tournoi de la zone 2 et 3 qui se déroulera du 25 au 30 août prochain. Ce tournoi regroupe 6 nations réparties en 2 groupes. La Guinée aura la lourde tâche de jouer le match d'ouverture contre le pays hôte. Qu'ils nous ont choisi comme premier adversaire, c'est parce qu'ils savent à quoi s'attendre avec la Guinée. Donc là, nous ne les connaissons pas comme eux, ils ne nous connaissent pas aussi. Là, c'est la réalité du terrain qui va prédominer. Mais je compte sur mes athlètes pour vouloir reprendre le dessus. Après avoir bénéficié d'une large période de préparation, l'équipe guinéenne est déterminée à faire bonne figure pour honorer son rang. À chaque fois que nous sortons, ça devient maintenant de plus en plus difficile parce qu'à chaque fois que nous partons, nous habituons le public guinéen à venir avec la coupe. Donc à chaque fois que nous sortons, nous avons une pression supplémentaire. Cette participation va rentrer dans le cadre de la préparation de l'équipe pour les compétitions majeures en vue. C'est du moins ce que pense le président de la Fédération guinéenne de handball, qui d'ailleurs est assez confiant. Cette équipe est en place, ça fait 2 ans maintenant. L'année dernière, elle a été championne au niveau du tournoi de Oudza au Maroc. Donc c'est la même équipe, c'est la même formation que nous avons reconduit. Et je me dis bien que l'équipe s'est bien préparée. En tout cas, nous, on les fait confiance. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe à une compétition. Au niveau du Maroc, ils ont pris le trophée. Et cette année, c'est au niveau du Yamoussoukro. Moi, je fais entièrement confiance à cette formation. Il faut rappeler que ce tournoi vise essentiellement à offrir aux équipes cadettes des nations en développement un tournoi de haut niveau, en dehors des compétitions classiques de la Confédération africaine de handball. En interactualité, selon Gérard Colombe, l'assaillant de Trappes avait plus le profil d'un déséquilibré que d'un engagé auprès d'un groupe terroriste et le ministre de l'Intérieur réagit à l'attaque au couteau qui a fait 2 morts et un blessé grave près de Paris. C'était plutôt un côté, on va dire, de déséquilibre, plutôt que quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pouvait, par exemple, répondre aux ordres et aux consignes d'organisations terroristes et de Daesh en particulier. Donc aujourd'hui, la qualification des faits doit être complétée. Donc l'enquête est menée par le parquet de Versailles. Pour le moment, le procureur, M. Molins, n'a pas reconnu de qualification terroriste. Ils sont pauvres, souvent âgés, mais assurent à eux seuls de façon informelle la moitié du recyclage des déchets locaux et les chiffonniers de Sofia craignent pour leur gagne-pain après une décision controversée de la municipalité visant à les écarter du centre-ville. On les croise chaque jour près des poubelles de Sofia, la capitale bulgare. Ils sont pauvres, souvent âgés, à la recherche de papier, de carton, de bouteilles en plastique et en verre. Armés de leurs petits chariots, les chiffonniers sofiotes fouillent et trient pendant de longues heures pour un salaire dérisoire.
7 jours sur 7, à 2,5 leva, même si c'est un peu surestimé. Vous pouvez faire le calcul vous-même, ça fait environ 20 levas par semaine. Mais je ne me plains pas. Depuis peu, une pièce de théâtre met à l'honneur les bifins et leur importante contribution aux objectifs de recyclage de la ville. D'un conteneur à l'autre, des acteurs racontent fidèlement l'histoire de ces recycleurs de l'ombre. Moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps, même si je suis bulgare. Je n'ai pas honte. Souvenez-vous d'une chose, aucun travail n'est honteux ou déshonorant. Organisé par l'ONG Zazemiata et la troupe Vox Populi, le spectacle se base sur des études montrant que les chiffonniers de Sofia collectent entre 70 000 et 100 000 tonnes de matières recyclables chaque année. Cela représente la moitié des déchets recyclables ramassés dans la capitale. À Sofia, ils sont au moins 5000. Ils apportent une grande partie de la matière qui est recyclée. En réalité, sans eux, nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs de recyclage à Sofia. Jusqu'à présent, les autorités ont ignoré le rôle joué par les chiffonniers. Une récente décision vise même à les écarter du centre-ville en déplaçant les dépôts de recyclage en périphérie de Sofia, les privant de leur gagne-pain par la même occasion. Face à la concurrence, les salles de cinéma et des plateformes de distribution des films, les drive-in américaines luttent pour leur survie. Emblème de l'américain Way of Life des années 60, ils sont 10 fois moins nombreux aujourd'hui aux États-Unis. Depuis plus de 60 ans, c'est un rituel pour ces familles de Virginie. Une virée en voiture au cinéma drive-in de la région. Bien avant la projection, les clients s'installent, le temps de se ravitailler et de se replonger dans leurs souvenirs. Quand j'étais jeune, on allait au drive-in pour les rendez-vous amoureux. C'est différent d'un cinéma normal où on s'assoit et on regarde. Ici, on peut discuter. Né dans les années 30, le drive-in a bâti son succès au fil des années 50 et 60 sur son côté convivial et accessible. Ici, on peut voir 2 films pour $8 et moitié prix pour les enfants. Le tarif n'a pas changé depuis 10 ans. C'est très avantageux financièrement pour nous, en tant que famille. Et en plus, c'est différent, c'est l'extérieur, c'est l'air frais, on regarde les étoiles, on n'est pas dans une salle bondée. Mais le drive-in, symbole de l'American Way of Life dans l'imaginaire du monde entier, vieillit mal. Sur 4000 cinémas plein air au début des années 60, il en reste à peine plus de 300 aujourd'hui. Face au confort des grandes salles de cinéma, les propriétaires sont contraints d'évoluer. On peut se brancher sur la bande FM et on a un son stéréo. Les clients préfèrent écouter les films comme ça maintenant. Plutôt rural à l'origine, le cinéma en voiture et en plein air s'urbanise. Une fois par mois à Washington, la touche rétro attire les nostalgiques. Je n'ai vu ça que dans des films comme Grease. C'est un vrai retour en arrière, surtout dans cette voiture qui est de 1968. C'est vraiment sympa. Face aux caprices de la météo, difficile de concurrencer les salles de cinéma. Mais pour les amateurs de drive-in, c'est aussi ça, le charme des projections en plein air. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Et vous pouvez trouver la suite de l'actualité sur notre site web www.espacetvguinée.info. Et bonsoir.